Les suites de l'affaire Schuller-Maréchal, Charles Pasqua a accepté ce matin la démission du chef de la police judiciaire, Jacques Franquet. Édouard Balladur a contre-attaqué en pointant le doigt sur les écoutes de la cellule antiterroriste de l'Elysée. Hier à Marseille, Charles Pasqua avait adjuré publiquement Jacques Chirac de faire cesser les attaques de ses amis politiques contre lui. Invité de notre journal, Philippe Seguin, avec le président de l'Assemblée nationale, ardent supporter de Jacques Chirac. Nous reviendrons bien sûr sur cette polémique alors que les derniers sondages indiquent une nouvelle baisse des intentions de vote pour Édouard Balladur. Autre titre du journal, les 120 ans de Jeanne Calment, la doyenne de l'humanité, qui a soufflé aujourd'hui 12 bougies symboliques. Madame, Monsieur, bonsoir. Charles Pasqua a donc accepté ce matin la démission de Jacques Franquet de son poste de directeur central de la police judiciaire à la suite de sa mise en cause par Matignon dans l'affaire des écoutes téléphoniques administratives visant le beau-père du juge Alphen. Reportage Michel Fine, Dominique Bonnet. En arrivant à son bureau ce matin, avant même de rencontrer son ministre, Jacques Franquet sait que la démission qu'il va présenter est d'ores et déjà acceptée. L'entrevue d'une demi-heure qu'il aura avec Charles Pasqua sera consacrée essentiellement à sa succession. Le directeur central de la police judiciaire ne commentera pas sa décision. Il dira simplement qu'il est un fonctionnaire de police, qu'il n'a pas d'état d'âme. Depuis longtemps, Jacques Franquet sait qu'il est menacé. Dans l'affaire Schuller-Maréchal, il a toujours choisi de se mettre en première ligne. Le 15 décembre dernier, au Conseil général des Hauts-de-Seine, c'est lui qui entend en personne Didier Schuller. 2 jours plus tard, c'est lui encore qui supervise l'enregistrement des conversations entre le conseiller général des Hauts-de-Seine et le beau-père du juge Alphen. Lorsque la chambre d'accusation de Paris annule une partie de la procédure, il subit un camouflet. Le 15 décembre, enfin, c'est toujours lui, Jacques Franquet, qui demande en extrême urgence le branchement de la ligne de Jean-Pierre Maréchal. Lorsque l'hôtel Matignon affirme que sa demande n'était pas assez motivée, Jacques Franquet sait qu'il est lâché. Encore une fois, un commissaire de police sert de fusible de l'État. Le problème, c'est que quand un fusible saute, c'est que le système ne fonctionne pas. En tout cas, je crois que la responsabilité politique de M. Charles Pasqua doit être posée. Je crois que c'est une question que l'on ne peut pas éluder si l'on ne veut pas en rester dans cette affaire au seul stade des fusibles que l'on fait sauter pour préserver des responsabilités politiques de premier plan. Ce soir encore, bien des questions restent sans réponse. Comment, en aussi peu de temps, un directeur central de la police judiciaire a-t-il pu commettre autant d'erreurs? Jacques Franquet a-t-il péché par excès de zèle ou par fidélité? Ce matin, à l'hôtel Matignon, Édouard Balladur a reçu son ministre de l'Intérieur afin de lui renouveler sa confiance. Pour vous aider à y voir un peu plus clair dans cette ténébreuse affaire, je vous propose en compagnie d'Agnès Varamian un rappel des épisodes précédents. Tout a commencé le 15 décembre. Tout commence le 15 décembre dernier au Conseil général des Hauts-de-Seine. Didier Schuller parle à Charles Pasqua du chantage du docteur Maréchal. Le ministre lui conseille de porter plainte et d'aller voir pour cela Jacques Franquet, son homme de confiance, directeur de la police judiciaire. Fait exceptionnel, Franquet se déplace dans les Hauts-de-Seine. Signe que l'affaire est sensible, elle n'est pas encore explosive. Le 15 décembre, le même jour, les lignes du docteur Maréchal seront mises sur écoute à la demande de la police. Procédure exceptionnelle, c'est l'extrême urgence. Mais pour obtenir cela, Jacques Franquet a dû rédiger une notice. Cette notice est d'abord allée au ministère de l'Intérieur, puis à l'hôtel Matignon qui a donné son feu vert. Qui connaissait à ce moment-là l'objet de l'écoute? À l'hôtel Matignon, Philippe Marland, qui a donné l'autorisation, dit qu'on l'a trompé, que Jacques Franquet ne lui aurait pas tout dit, bref, qu'il a commis une faute. Quel a été le rôle alors ensuite d'Édouard Lacroix, l'homologue de Philippe Marland au ministère de l'Intérieur? A-t-il simplement transmis la demande de Jacques Franquet ou bien a-t-il omis de préciser le contexte de l'affaire? Pas de réponse non plus sur le délai très long de régularisation. 6 jours avant que Matignon ne soit complètement informé et que la commission de contrôle le soit à son tour. La commission constate d'emblée qu'il y a une anomalie. Nous sommes le 22 décembre, il est trop tard, les écoutes viennent d'être arrêtées. Et ce n'est que le 15 février, en présentant ce rapport annuel à Édouard Balladur, que la commission attire l'attention du Premier ministre sur le rapport. Si Matignon ne savait pas avant cette date, faut-il envisager que, alors que Jacques Franquet ait agi de sa propre initiative? La commission de contrôle, qui a détaillé ce qu'elle appelle les dysfonctionnements de cette affaire, ne veut pas pointer du doigt les responsables. Dès ce matin, au micro de France Inter, Édouard Balladur a contre-attaqué en pointant le doigt sur les écoutes illégales menées par la cellule antiterroriste de l'Elysée dans les années 85. Jérôme Catala.
Rude journée pour un Premier ministre candidat en pleine tourmente, avec tôt ce matin un petit déjeuner radiophonique largement consacré bien sûr à l'affaire Schuller-Maréchal. Édouard Balladur affirme que la mise sur écoute du docteur Maréchal ne relève pas du scandale politique mais d'une erreur, l'occasion aussi de réaffirmer son soutien à Charles Pasqua. Monsieur Pasqua, je le répète, est un très bon ministre de l'Intérieur et en tant que tel, il a ma confiance. Et il ne faut pas compter sur moi pour me décharger de mes responsabilités sur les autres. Il faudrait quand même reprendre un peu le sens des choses. Hein. Et l'assimilation avec le Watergate, où on avait organisé l'espionnage politique dans des locaux indépendants de la présidence, n'a rien à voir avec cette histoire. Et si vous voulez faire des assimilations avec le Watergate, c'est pas avec cette affaire que vous devez le faire, mais avec une autre affaire qui concerne aussi la France et qui concerne 5000 écoutes qui ont été faites illégalement et dont je constate que personne ne parle au même moment. Bref, entre d'un côté une pique lancée à destination de l'Élysée et de l'autre un appel à reprendre le contrôle de ses nerfs, Édouard Balladur tente de sortir indemne de cette tempête politique. Alors, pour retrouver la sérénité, rien de tel qu'un repas entre amis, en l'occurrence ceux qui comptent parmi ses plus fidèles soutiens, les ministres et les parlementaires du Parti républicain. Ici, pas d'état d'âme, les amis de François Léotard se déclarent prêts à rendre coup pour coup à ceux qui attaquent leur champion. Ambiance combative à l'égard du camp chiracien. Édouard Balladur, lui, préfère affecter la plus parfaite tranquillité. C'est optimiste et dynamique. Les difficultés ont pour effet de me motiver et de me stimuler. Stimulé, assure-t-il, par l'affaire Schuller-Maréchal et par les sondages à la baisse, Édouard Balladur sait en tout cas qu'il doit maintenant reprendre l'initiative. Pour le porte-parole de campagne d'Édouard Balladur, Nicolas Sarkozy, cette affaire des écoutes visant le docteur Maréchal est donc désormais close. Un optimisme qui n'est guère partagé, c'est un euphémisme, par les autres candidats à l'Élysée. Monsieur Balladur, qui est Premier ministre, lui-même haut fonctionnaire, sait bien que ce n'est pas une méthode courageuse, quand on cherche à dissimuler la vérité, que de faire payer un lampiste. Il y a eu une affaire Franquet. Mais je pense qu'il y a aujourd'hui une affaire Balladur-Schuller, c'est-à-dire une affaire d'écoute téléphonique, une affaire de fausses factures et une dissimulation médiatique qui est grave. À nouveau, le gouvernement utilise la vieille technique du fusible qui saute. Là, le fusible qui saute, c'est le directeur central de la police judiciaire. Peut-être faudra-t-il encore un fusible plus gros. Mais ce qui est certain, c'est qu'il faut faire la clarté dans cette affaire. S'il s'avère que M. Pasqua a été le promoteur ou le complice de l'opération d'écoute illégale, il me paraît qu'il devrait suivre l'exemple de son directeur de la police judiciaire. Maintenant, peut-être que le directeur de la police judiciaire acceptera de jouer le rôle de fusible. Lionel Jospin tenait cet après-midi une conférence de presse à l'occasion de la présentation de son équipe de campagne. Pour le candidat socialiste, toutes les écoutes illégales doivent être condamnées où qu'elles aient été perpétrées. Reportage Guylaine Chenu, Franck Brisset. Tout est prêt. Il y a les locaux, flambant neufs, l'équipe au grand complet et le slogan « Lionel Jospin, c'est clair ». Et pour cette présentation, le hasard a bien fait les choses. Le candidat Jospin veut tenir un discours de vérité. L'actualité, avec les affaires des écoutes téléphoniques de l'Élysée et de Matignon, lui a donné l'occasion de le montrer. Si on condamne telle ou telle pratique, en l'espèce des écoutes illégales, on le fait pour des raisons de principe et on le fait donc dans tous les cas, qu'il s'agisse d'hier ou qu'il s'agisse d'aujourd'hui, qu'il s'agisse de l'Élysée ou qu'il s'agisse de Matignon ou de l'intérieur. Comme pour donner plus d'écho à son slogan, Lionel Jospin veut jouer dès le début de cette campagne la carte d'une gauche intègre. Il n'y aura pas plus de polémique car aujourd'hui l'heure était à la présentation du candidat. Un candidat bien placé dans les sondages alors même que sa campagne n'a pas encore tout à fait commencé. De son côté, Jacques Chirac, aujourd'hui en Normandie, poursuit sa campagne, une campagne qu'il souhaite sereine et loin de toute polémique. Reportage Véronique Saint-Olive, Philippe Jasselin.
Un pas vide. Toute la journée, Jacques Chirac a été impavide, souriant, prêt à parler de tout, à condition de ne parler de rien, comme s'il n'y avait pas l'affaire des écoutes qui pollue la campagne d'Édouard Balladur, comme s'il n'y avait pas ce sondage qui le fait grimper à la hauteur de son adversaire, comme s'il n'y avait vraiment pas de quoi afficher l'air d'un candidat trop heureux. Après les élus à Louviers, c'est à Dieppe que Jacques Chirac a partagé sa bonne humeur discrète. Il s'est d'abord passionné pour le sauvetage en mer, comme un homme qui connaît la valeur du risque. Bonjour madame, vous habitez une bien jolie ville. Alors comme d'habitude, le candidat Jacques Chirac a fait campagne. Il s'est penché cette fois avec une attention soutenue sur les problèmes de la moule, de la coquille Saint-Jacques et du poisson qui, paraît-il, se vendent bien mal. Et puis, comme le recueillement, ça ne peut pas faire de mal, Jacques Chirac s'est recueilli dans la chapelle du Bon Secours, consacrée aux disparus en mer. Il était bien content, il ne l'avait pas dit, une vraie journée de Normand. Jacques Chirac ne veut surtout pas donner l'impression de prendre l'avantage grâce aux problèmes que rencontre aujourd'hui Édouard Balladur. Il veut s'en tenir aux idées et à la défense de son projet. Alors il s'offre même le luxe de recommander à tout le monde la sérénité, car, dit-il, il faudra bien se retrouver après. En effet, invité tout à l'heure de nos confrères de France 3, Jacques Chirac a refusé de jeter de l'huile sur le feu. Je n'ai pas l'intention de polémiquer sur quoi que ce soit et avec qui que ce soit. Je ne l'ai pas fait depuis le début de ma campagne et je ne le ferai pas jusqu'à la fin. Tout simplement parce que, d'abord, ça ne me semble pas l'enjeu du débat, et ensuite parce que je sais très bien qu'il faudra, au lendemain du premier tour, rassembler le maximum de Français, et notamment tous ceux qui partagent les sentiments que j'exprime. Et donc, la polémique n'est pas une bonne préparation au rassemblement. Et je souhaite que chacun, dans l'actuelle majorité, et d'ailleurs ailleurs, ait la même position. Pour pimenter le tout, avant de retrouver notre invité, Philippe Séguin, dans un instant, le dernier sondage en date qui indique une nouvelle baisse des intentions de vote pour Édouard Balladur. Précision avec Jeff Wittenberg. Édouard Balladur accuse une baisse de 5% en une semaine, de 10 points en un mois. Il se retrouve aujourd'hui au même niveau que Jacques Chirac. C'est Lionel Jospin qui fait de peu la course en tête dans ce premier tour. Du côté des autres candidats, la cote du communiste Robert Hue est stable, celle de Philippe de Villiers chute de 4%, Jean-Marie Le Pen progresse de 2,5 points. Dans ce premier tour enfin, Arlette Laguillet serait à 3,5% et Dominique Voynet obtiendrait le meilleur score des trois candidats écologistes. La tendance à présent au second tour, les écarts se resserrent dans les duels droite-gauche. Édouard Balladur ne l'emporterait désormais sur Lionel Jospin que par 6 points d'avance. Il y a un mois, 30 points séparaient les deux hommes. Jacques Chirac ferait mieux aujourd'hui qu'Édouard Balladur face au candidat socialiste, 54% des voix, là aussi c'est nouveau. Égalité parfaite enfin dans l'hypothèse d'un deuxième tour opposant les deux candidats gaullistes. Jusque-là, le Premier ministre avait toujours été donné gagnant. Il y a eu la semaine dernière présentation de deux projets présidentiels, celui du Premier ministre et celui de Jacques Chirac. Il y a probablement une part d'explication dans le resserrement très net et la position maintenant équivalente de Jacques Chirac et d'Édouard Balladur en intention de vote de premier tour mais aussi de second tour. Édouard Balladur en tout cas est jugé le plus apte à maîtriser les déficits publics et à construire l'Europe. Jacques Chirac en revanche serait le meilleur pour réformer la société, pour assurer la sécurité des Français et leur redonner espoir. Lionel Jospin, lui, est le plus crédible des trois candidats en matière de protection sociale et d'éducation. Dernière question, le choix des électeurs est-il définitif? 49% des Français, pratiquement 1 sur 2, ne sont pas encore sûrs de leur vote. Ce sondage portant sur 2000 personnes, réalisé par l'Institut BVA pour France 2, Europe 1 et Paris Match, a été effectué, c'est important de le rappeler, entre vendredi et lundi après-midi, soit après la crise des IUT et avant l'annonce de la démission de Jacques Franquet. Des chiffres, Arlette Chabot, qui vont être examinés à la loupe dans les différents états-majors politiques. Oui, alors évidemment, ce sondage est très encourageant pour Lionel Jospin. Il y a une mobilisation chez les socialistes, alors que M. Jospin commence, on vient de dire, à peine sa campagne. Ça signifie donc que les rivalités internes au PS n'ont apparemment pas laissé de séquelles graves. L'inquiétude immédiate pour Lionel Jospin reste la possibilité d'une candidature de radical. Ensuite, le sondage est incontestablement encourageant pour Jacques Chirac. Sa progression au second tour est importante. Ses variations autour du thème du changement semblent passer dans l'opinion et surtout les électeurs du RPR reviennent vers lui.
Et évidemment, cette enquête est à l'inverse préoccupante pour Édouard Balladur. Sa position de Premier ministre, qui était jusque-là un avantage, devient un inconvénient. Il paie la gestion, on l'a dit, de la circulaire sur les IUT et la gaffe des écoutes de l'affaire Schuller-Maréchal, tandis que le lancement de la campagne du candidat Balladur n'a pas atteint ses objectifs. Alors évidemment, il faut être prudent avec les sondages, on l'a été jusque-là. Il faut attendre pour savoir s'il s'agit d'une difficulté momentanée pour Édouard Balladur ou c'est le début d'une évolution de fond. Le Premier ministre devra maintenant, candidat, devra essayer de sortir de l'affaire des écoutes, mettre un terme aussi aux interrogations sur les avantages et les inconvénients de l'appui apporté par Charles Pasqua. Ce soir donc, nous entrons dans une deuxième phase de l'élection présidentielle. La première était marquée par la domination d'Édouard Balladur. Aujourd'hui, les 3 probables pour l'Élysée sont à égalité. C'est du jamais vu à 2 mois de l'élection elle-même. En 88, par exemple, le classement final était déjà établi. Et sachant que 49% des Français sont encore indécis, je dirais qu'une chose, une seule est certaine ce soir, tout est possible. Charles Pasqua, qui était hier à Marseille, avait tout d'abord qualifié de petit événement les rebondissements parisiens de l'affaire Schuller. Lors d'un meeting en début de soirée, le ministre de l'Intérieur semblait nettement plus affecté par cette affaire et il a multiplié à la tribune menaces et attaques tous azimuts. Que ces attaques viennent également de mon camp, de la droite ou de ceux qui s'en réclament, je dis simplement qu'ils ont perdu la tête et qui ne savent plus où ils sont. Tout se passe comme si désormais un certain nombre de nos propres amis étaient devenus des adeptes du réflexe de Pavlov. Il suffit qu'il y ait un article dans Le Monde pétri de contre-vérité ou dans Libération, pour que ça devienne leur vérité, parce que ça leur permet de nous attaquer. Eh bien, je n'ai pas l'intention de le supporter davantage. Mais je dis simplement, et là je m'adresse avec beaucoup de sérieux à M. Chirac, à Jacques Chirac, qui est mon ami, mon compagnon, c'est à lui qu'il appartient de faire cesser ces attaques et de mettre de l'ordre. S'il ne le fait pas, c'est qu'il les souhaite, et à ce moment-là, les Français jugeront. Philippe Séguin, bonsoir. Vous vous sentez visé par ceux qui ont perdu la tête? Oh, pas du tout. Pas du tout. Je ne vois vraiment pas à quoi il est fait allusion dans les propos de Charles Pasqua. J'essaye de me souvenir. Effectivement, je me suis exprimé sur l'affaire à laquelle il est fait allusion. Et je crois que Jean-Louis Debré l'a fait 24 heures ou 48 heures plus tard. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit qu'on venait de prendre connaissance de nouveaux développements dans l'affaire des écoutes de l'Élysée, qu'on venait d'apprendre que d'après certains journaux, il y avait eu des écoutes illégales qui avaient été ordonnées par Matignon, que cela faisait incontestablement problème, que j'espérais que des sommets de l'État viendraient un certain nombre d'explications, viendrait également un certain nombre de suites qui ne pouvaient pas ne pas être réservées à ces affaires. Et j'ai dit que si d'aventure il n'y avait ni explication ni suite, eh bien le Parlement irait chercher des explications lui-même en constituant une commission d'enquête. Bon, alors je ne sais pas si ce sont ces propos qui ont eu pour effet de déclencher tout ce qui s'est passé. En tout cas, j'observe que les explications sont arrivées, elles sont arrivées en plusieurs temps d'ailleurs. Elles sont satisfaisantes ou pas ces explications? Oh, satisfaisantes, c'est peut-être beaucoup dire, elles n'ont rien d'enthousiasmant, mais enfin du moins elles existent et puis il y a des suites. Nous a expliqué qu'il y avait eu un dysfonctionnement, enfin nous a expliqué plus précisément que la procédure avait été légale, mais que c'était son motif qui était inapproprié. Enfin, procédure légale plus motif inapproprié, ça donne des écoutes illégales. Est-ce que vous maintenez il était donc nécessaire qu'il y ait une mise au point. La mise au point est venue. Ce que je déplore, c'est qu'on ait mis le Premier ministre, ici même d'ailleurs, en position de ne pas apporter immédiatement et spontanément toutes les réponses qui s'imposaient, qu'il ait fallu attendre 24 heures pour les avoir. Mais la police judiciaire a pu, à votre avis, abuser Matignon? Ce qui est certain, c'est qu'il y a des problèmes d'application de la loi sur les écoutes. On a beaucoup parlé de la procédure d'extrême urgence.
Moi, j'ai cherché les textes, j'ai cherché le texte de la loi, jamais vu parler d'extrême urgence. J'ai même regardé le texte de la circulaire qui avait été publiée après la loi. Ben, il n'est pas question non plus d'extrême urgence. Ça, c'est un usage qui s'est établi. Alors, il y a un problème d'application de la loi, il y a un problème d'interprétation de la loi, il y a probablement aussi un problème d'insuffisance de la loi. C'est la raison pour laquelle, si aujourd'hui la commission d'enquête ne s'impose plus pour aller chercher la vérité, d'abord parce que dans l'affaire de l'Élysée, c'est à la justice de faire son travail. Et puis parce que nous avons les réponses que j'ai appelées de mes vœux dimanche dernier, s'agissant de l'affaire de Matignon. Pour autant, je pense que le Parlement doit réfléchir sur les moyens de régulariser une fois pour toutes ce problème des écoutes, parce que ça fait 4 fois, 5 fois, 6 fois qu'on nous dit qu'il n'y aura plus de problème d'écoute, et on retombe toujours sur un problème d'écoute. Bon, alors je recevrai dès jeudi matin à leur demande les 2 présidents des groupes de la majorité, M. Bernard Ponce et M. Charles Millon, qui ont souhaité me rencontrer, de manière à ce que les réflexions du Parlement puissent s'engager sur ce problème des écoutes, plus généralement sur le problème de la protection de la vie privée des citoyens, et plus généralement encore sur le problème de la séparation des pouvoirs. Philippe Séguin, certains font une comparaison entre cette affaire et l'affaire Greenpeace. Est-ce que, comme l'amiral Lacoste avait sauté, M. Franquet a sauté, et au bout du compte, on a eu la démission du ministre, plus ou moins de bon gré à l'époque. Moi, je ferais plutôt une comparaison avec l'affaire Habache. Il y a un dysfonctionnement de l'État. Et c'est un dysfonctionnement qui est tout à fait regrettable. La comparaison avec le Watergate, je l'évacue évidemment. M. Balladur organisant des écoutes illégales, c'est évidemment une hypothèse absurde. Mais pour autant, cette comparaison n'est pas un compliment. Mais je veux dire, à l'époque de l'affaire Habache, des hauts fonctionnaires, des directeurs de cabinet avaient été limogés, et vous aviez dit c'était au ministre de démissionner. Alors aujourd'hui, M. Franquet démissionne, est-ce que vous dites à Charles Pasqua il faut démissionner? Je crois me souvenir, Mme Chapeau, que je n'avais pas été le seul à le dire, et que d'autres hautes personnalités qui ne sont pas du côté où je me situe, l'avait dit également. C'est plutôt elle qu'il faudrait interroger. Mais vous, vous avez changé d'avis, vous pensez que le ministre est responsable aussi dans ces cas-là? Ça, c'est au Premier ministre, comme c'était le cas à l'époque, de l'apprécier. Ça n'est pas à nous. Nous avons posé des questions, nous avons des réponses. Bon, elles ne sont pas, je le répète, enthousiasmantes quant aux conditions dans lesquelles l'État fonctionne, mais enfin, nous avons des réponses. Vous savez, dans cette matière, je crois qu'il faut éviter 2 écueils. Le premier écueil, c'est de faire de la récupération électorale. Le deuxième écueil, c'est d'évacuer le problème sous prétexte que nous sommes en campagne électorale. Or ça, il n'en est pas question non plus, parce que c'est une affaire de liberté publique et une affaire de fonctionnement de l'État qui devait être mise sur la place publique. D'un mot sur la campagne elle-même, sur le sondage. On vient de voir qu'au fond, eh bien, la gauche, les socialistes se regroupent derrière Lionel Jospin. Vous disiez qu'il n'y a plus de clivage droite-gauche, qu'il est dépassé. Alors est-ce que le sondage vous dément pas? C'est pas parce que M. Jospin fait 22% que ça signifie qu'il y a un clivage droite-gauche. Vous auriez pu aussi me demander si j'étais satisfait de ce sondage. Si vous m'aviez posé cette question, je ne vous aurais pas répondu par l'affirmative. Je vous aurais répondu que les sondages, ça va et ça vient. D'ailleurs, je donne un conseil à ceux qui en paraissent aujourd'hui mécontents, c'est de ne surtout pas s'affoler, parce que ça peut s'arranger, ça peut aussi se détériorer, ce que je crois d'ailleurs, mais enfin, ça peut aussi s'arranger pour eux. Nous, aux côtés de Jacques Chirac, nous avons des convictions. Nous défendons ces convictions. Si nous avons de bons sondages, tant mieux. Si nous n'avons pas de bons sondages, eh bien nous recommençons à expliquer, à justifier nos convictions. Voilà. C'est la façon dont nous procédons et je la donne en exemple à chacun. Toute dernière question, quand Jacques Chirac dit « moi je me refuse à toute polémique », Balladur tient le même langage, il y a un petit peu d'hypocrisie parce qu'il y a les seconds couteaux, comme on dit, qui eux font assaut de petites phrases assassines. Cela voudrait-il dire que j'ai fait de la polémique ce soir? Pas ce soir, mais avant dans la campagne. Pourtant que suis-je sinon un second couteau? Mais pendant la campagne, vous avez été dur, vous avez été un des seuls à attaquer franchement Édouard Balladur. J'ai attaqué Édouard Balladur, moi. Critiqué. Enfin écoutez, je suis allé sur le terrain des idées. On me disait, il n'y a aucune différence entre ce que propose
propose Édouard Balladur et ce que propose Jacques Chirac. Eh bien, je me suis attaché à démontrer le contraire. On m'a dit, en remettant en cause, en vous prononçant contre la candidature d'Édouard Balladur, ou plus précisément pour celle de Jacques Chirac, vous mettez en cause le bilan du gouvernement. Je me suis employé à expliquer que le problème qui était soumis aux Français, ça n'était pas de donner un brevet de bonne conduite au gouvernement pour les 2 ans qui viennent de s'écouler, mais de choisir le destin de la France pour les 7 années qui viennent. Et je fais de la polémique. Non, il faudrait que certains se mettent dans l'idée, néanmoins, qu'une campagne électorale, ça doit se dérouler. Je dirais même qu'une campagne présidentielle, c'est aussi important par son contenu que le choix final qu'on fait de l'homme qui sera président de la République. Parce que c'est là qu'on décide ce qu'on va faire. Mais il y a des gens qui ont tellement été habitués à être élus sans jamais faire campagne, parce qu'ils étaient dans des circonscriptions rêvées, qui ne savent pas ce que c'est qu'une campagne électorale. Alors je me réjouis, même s'ils ne sont pas élus cette fois-ci, que du moins ça soit une utile propédeutique pour eux. Merci beaucoup Philippe Séguin. Autre titre de l'actualité, les 120 ans de Jeanne Calment, doyenne de l'humanité, pas moins, qui a soufflé cet après-midi 12 bougies symboliques. Reportage en Arles, Patrice Velay et Jean-François Giorgetti. Doyenne et vedette malgré elle, Jeanne Calment a dû affronter cet après-midi une véritable cohue médiatique, venue de toute l'Europe et bien peu disciplinée. Malgré tout, le gâteau est arrivé à bon port, au chocolat, pour plaire à Jeanne. Avec une bougie par dizaine, le compte était bon, 120. Aux côtés de Jeanne, un ministre, celui de la Santé. Et loin derrière tout le monde, une de ses bonnes copines, Catherine. Elles se connaissent depuis 84 ans et ne se sont jamais perdues de vue. Elle était vive, foudue, c'était un drôle de l'air, mon frère. Moi, il y a 90 ans qu'il la connaît, elle a toujours comme ça, toujours énergique, comme sportive si on veut. Un dynamisme sensationnel, un caractère gai, et elle n'était jamais prise au dépourvu. Et en invité surprise, les postiers. Leur cadeau, des dizaines de paquets, plus de 5000 lettres du monde entier, de la lecture en perspective pour distraire Jeanne. 120 ans, c'était pour elle un objectif, un pari avec son médecin. Mais personne ne sait maintenant comment elle va réagir. Elle avait décidé qu'elle irait jusqu'à 120 ans. Maintenant, qu'est-ce qu'elle va faire? Est-ce qu'elle va avoir un petit coup de déprime comme un certain nombre de centenaires après leurs 100 ans? Puis est-ce qu'elle va repartir? Est-ce que c'est pas quelqu'un va voir de la dépression? C'est pas son genre. Et peut-être qu'elle aura même rien du tout et qu'elle continuera. François, en 1955, l'avait prévu. 120 ans, c'est possible. Jeanne Calment, aujourd'hui, le confirme. Seul un Japonais a fait mieux, officiellement du moins. Monsieur Izumi a vécu 120 ans et 237 jours. Selon l'INSEE, la France compte aujourd'hui environ 6000 centenaires, dont 80% de femmes. Les centenaires devraient être 18 000 en France dans 15 ans. Et en 1900, il n'y en avait que 3 en tout et pour tout dans notre pays. Les scientifiques qui s'interrogent sur les raisons de cette longévité accrue souhaitent examiner des frères ou des sœurs âgés de plus de 90 ans. Si vous êtes dans ce cas, vous pouvez appeler gratuitement ce numéro vert 05 04 57 75. L'ex-Beatle Paul McCartney a pris sa plus belle plume pour écrire à François Mitterrand et lui demander d'intervenir en faveur de la défense des veaux d'élevage. La France préside en effet actuellement l'Union européenne et le dossier du transport du bétail vivant vers les abattoirs est un véritable casse-tête diplomatique. Il s'agit de concilier les exigences des défenseurs des animaux et les puissants intérêts économiques qui sont en jeu. Reportage à Bruxelles, Marie-Pierre Samitier, Pierre-Patrick Desmully. À Bruxelles, après la manifestation d'hier, les photographes ont rangé leur matériel. Normal, Brigitte Bardot s'en est retournée à Paris. Et le Conseil des ministres de l'Agriculture a repris un véritable casse-tête. Les cases sont toujours très divisées. Le ministre français de l'Agriculture, Jean Puech, a proposé ce matin un compromis, mais les Britanniques le trouvent trop modéré. On a fait du progrès, il faut continuer, il faut absolument qu'on trouve une solution, espérons avant la fin de la présidence française. Et vous arrivez à parler avec les Espagnols, par exemple, sur ce sujet? Oui, on arrive à parler, c'est important de faire ça et de comprendre les points de vue. À l'opposé, les Espagnols ne veulent même pas entendre parler d'une limitation horaire du transport des animaux. Entre les deux, il y a la France.
je m'emploie à résoudre un problème qui est très difficile. Effectivement, la position des différents États membres est parfois bien opposée. Il s'agit de faire converger justement ces positions à partir d'éléments très solides. Il faut avant tout obtenir une solution européenne. Deuxièmement, il faut qu'elle soit scientifiquement fondée. Le ministre de l'Agriculture français a consulté des vétérinaires qui ont donc établi un système de transport à la carte qui pourrait amener un consensus. Ici, au Conseil des ministres, les discussions continuent entre les 15. Elles devraient s'achever tard dans la nuit. La France, qui préside la séance, espère trouver un accord sur ce problème épineux qui dure tout de même depuis 18 mois. Un convoi sous très haute surveillance est arrivé ce matin dans la zone portuaire de Cherbourg en provenance de l'usine de retraitement de La Hague. Selon l'organisation Greenpeace, ce convoi transportait des déchets nucléaires qui vont être rapatriés vers le Japon par un cargo britannique. Le tribunal de grande instance de Cherbourg a interdit aux militants de Greenpeace de s'approcher du navire concerné et de perturber son chargement et son déplacement dans les eaux territoriales françaises. Ouverture demain devant le tribunal correctionnel de Senlis d'un procès douloureux et inédit. Denis Benoniel, totalement défiguré et gravement mutilé à la suite d'une explosion causée par un aérosol, a décidé en effet de poursuivre en justice pour l'exemple la firme Néocide à qui pourtant lui avait proposé plus de 5 millions de francs de dommages et intérêts à condition qu'il retire sa plainte. Valérie Hermite. Depuis 1991, son visage est devenu tristement célèbre. Depuis le jour où, après avoir passé plus de 3 mois et demi dans le coma, subi une vingtaine d'anesthésies générales, hésité quelque temps, Denis Benoniel a décidé de raconter son histoire. J'ai envie que mon visage témoigne de mon histoire, d'éviter que ça arrive aux autres, d'informer au maximum. Ça a été ma toute première réaction. C'est toujours votre combat aujourd'hui ? C'est toujours mon combat. Je veux absolument être la dernière catastrophe humaine. Le 22 février 1990, dans son pavillon de banlieue, Denis Benoniel pulvérise un insecticide, du néocide fulgurant, pour tuer des fourmis. Le lendemain matin, il recommence, va prendre une douche, puis allume une cigarette. La suite, c'est une explosion phénoménale, plus de 600 degrés diront les experts. Une explosion qui détruira une partie de sa maison et brûlera à plus de 50% son corps au 2e et 3e degré. Les 3 experts qui seront nommés par la justice aboutiront tous aux mêmes conclusions. La seule hypothèse permettant d'expliquer ce sinistre serait due à la formation d'un mélange explosif, air, gaz inflammable, du butane propane en l'occurrence, contenu dans l'aérosol. Des expertises qui amèneront l'inculpation pour coups et blessures involontaires de Lucas Beiler, PDG de Reckitt et Coleman, la société productrice de l'insecticide. Mais pendant toute l'instruction, la société va contester les conclusions des experts, faisant nommer 2 autres laboratoires indépendants qui ne reproduiront jamais, diront-ils, un tel accident. Moi je veux que la société Reckitt et Coleman ait une punition sévère. Et l'interdiction de continuer à diffuser leurs produits, ce qu'on n'a pas encore réussi à obtenir aujourd'hui. Car au-delà de son propre procès, Denis Benoniel se bat aujourd'hui pour faire interdire à tout jamais l'utilisation de gaz inflammables dans les milliards d'aérosols vendus chaque année dans le monde. Après avoir été interrogé pendant 3 heures, Éric Cantona a été inculpé aujourd'hui par la police londonienne d'agression simple pour avoir frappé il y a 1 mois un supporter de l'équipe de Crystal Palace qui l'avait insulté dans les gradins. Bernard Lebrun. Une limousine et un avocat, 2 cadeaux offerts à Éric Cantona par Manchester United, le club dont il est suspendu, ce qui est bien la moindre des choses. Portant cravate, reposé après une semaine à la Guadeloupe, Éric, très attentif à sa tenue, a visiblement pris sa convocation dans ce poste de police au sérieux. 1 mois après les faits, pour avoir réagi aux insultes du supporter de Crystal Palace, Matthew Simmons, le footballeur français est inculpé d'agression simple. Autrement dit, l'inculpation la moins lourde possible qui puisse être infligée pour ce type d'agression en Angleterre. Ce qui lui vaudra tout de même de passer devant une cour de justice, précise cet officier de police. Après avoir été entendu durant 3 heures, il est reparti dans sa limousine vers sa maison de Manchester. La police, vendredi le conseil de discipline de la fédération anglaise et le 23 mars le tribunal. Pour un joueur suspendu, Éric Cantona est sans aucun doute le footballeur le plus convoqué d'Angleterre.
Dans la Coupe de l'Amérique en baie de San Diego, en Californie, l'équipage de Marc Pajot a retrouvé un timide sourire la nuit dernière après 4 défaites consécutives. France 3 a en effet battu de près de 7 minutes le bateau espagnol Rioja de España. Mathématiquement, les Français peuvent encore espérer se hisser en demi-finale de cette Coupe Louis Vuitton, mais il faut bien dire qu'une place qualificative parmi les 4 premiers tiendrait du miracle. La joie provoquée par cette victoire de France 3 a été de courte durée pour le défi français, une nouvelle fois frappé par la fatalité. Lors d'une sortie d'entraînement, France 2, utilisée comme lièvre, a en effet perdu sa quille en mer et s'est retournée avec un trou dans la coque. Reportage de notre envoyé spécial Yann Lavoie. Après sa régate gagnée face aux Espagnols, France 3 est allé rejoindre France 2 au large pour des tests de vitesse. À bord de France 2, l'équipe B du défi français qui tous les jours fait des essais de grand voile. Les 2 voiliers sont bord à bord lorsque tout à coup le bateau d'entraînement chavire. Ça fait le même bruit que comme si tu cartonnais, tu vois, tu talonnes avec la quille. Quoi. Même bruit. Putain. Ah, ça fait drôle quand même. Ah bah t'as tout qui est parti. Hein. Vois les bulbes. La quille du bateau pèse 20 tonnes, elle sert de lest. Alors lorsqu'elle cède, le voilier bascule immédiatement et se couche sur le flanc. Une voile rangée dans la soute s'échappe par le trou laissé par la quille. Première préoccupation, secourir les hommes à la mer. Puis récupérer la baume et la grand voile, tenue secrète jusque-là et qui doivent équiper France 3 pour le 4e tour. Les secours s'organisent, les Néo-Zélandais puis les Espagnols envoient immédiatement de l'aide. Très vite aussi, on s'aperçoit que dans le trou laissé par la quille s'infiltre de l'eau. Il faut donc pomper pour éviter au bateau de sombrer. Les Coast Guard arrivent à la rescousse et Thierry Péponnet, lui, est encore tout abasourdi. C'est venu tout doucement, après un gros crack, comme si on avait touché quelque chose dans l'eau. Le bateau a piqué du nez, et puis il s'est couché, mais très très doucement. Et on a enjambé le bordé, comme sur mon 4-7. Les plongeurs tentent de sauver ce qui peut l'être. Marc Pajot et Alvard Mabir, eux, organisent le remorquage qui va durer toute la nuit. France 2, on s'en souvient, était tombé lors d'un grutage avant le début de l'America Cup. La quille avait souffert, mais le bateau avait pu être réparé, et d'ailleurs il avait disputé tout le premier tour. Est-ce la qualité de cette réparation qui est en cause? Philippe Briand, qui était à bord, attend de pouvoir inspecter le bateau avant de se prononcer. Tout ce qu'on peut dire, c'est que la quille a glissé, pour une raison à déterminer, a glissé assez nettement à travers la coque, puisque la coque elle-même n'est pas endommagée. Donc il y a le trou dans lequel s'enfile la quille. Le ciel de San Diego avait été clément avec les Français en début de journée. Il a tourné à l'orage en soirée. Fin de ce journal, pour moi c'est la quille, je suis libéré de mes obligations. Vers 22h30, deuxième partie de Ça se discute avec Jean-Luc Delarue. Thème ce soir, les provocateurs sont-ils des irresponsables? Dernier journal, Philippe Lefebvre, vers minuit, suivi du cercle du même nom avec Laura Adler. Demain à 7h50, Gérard Morin recevra dans les 4 vérités Pierre Moscovici, le trésorier de la campagne de Lionel Jospin. Dans un instant, la météo de Sophie Davant qui nous annonce le retour du soleil mais aussi du froid. Demain à 13h, vous retrouverez Daniel Bilalian et j'aurai le plaisir de vous retrouver pour l'édition de 20h. Excellente soirée, merci.